Bonjour à tous, RTI 1 vous informe ce jeudi dans le titre de l'actualité. L'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire a été reçu mercredi au palais présidentiel. Dans son échange avec Tiemoko Meïté-Koné, la coopération entre Yamoussoukro et Beijing, les relations bilatérales entre nos pays ont été passées au peigne fin. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada est également au beau fixe. La ministre canadienne des Affaires étrangères qui séjourne dans notre pays a rencontré quelques bénéficiaires du Fonds canadien d'initiative locale. Le programme est conçu pour appuyer des projets à petite échelle et à fort impact dans les pays en développement. Et puis la Somalie menace de suspendre les vols d'Ethiopian Airlines pour un contentieux territorial. La région séparatiste du Somaliland avait signé en janvier avec Addis Abeba un accord de location de 20 km de côte permettant à l'Éthiopie, enclavée dans la Corne de l'Afrique, d'accéder à la mer Rouge et au golfe d'Aden. Une question de souveraineté entre la Somalie et le Somaliland en est la cause principale. Merci de regarder RTI 1. La Côte d'Ivoire est invitée à prendre part au FOCAC 2024. Le forum de la coopération Chine-Afrique se tiendra du 4 au 6 septembre prochain à Beijing. La rencontre permettra de renforcer le partenariat stratégique entre la Chine et le continent africain. Le diplomate Wu Ji et le vice-président de la République Tiemoko Meïté-Koné ont aussi passé en revue les bons rapports entretenus par nos deux pays. Le compte-rendu de Mahama Traoré. La tenue et la participation de la Côte d'Ivoire au prochain forum sur la coopération sino-africaine étaient au cœur de cet entretien accordé par le vice-président de la République à l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé des points de vue sur le sommet du FOCAC qui aura lieu à Beijing du 4 à 6 septembre de cette année. La partie ivoirienne sera invitée à participer à ce sommet. Et nous avons la conviction que ce sommet va contribuer au développement des relations sino-africaines en général et au développement des relations sino-ivoiriennes. Ces relations sino-ivoiriennes sont au beau fixe. Premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire en 2023, la Chine ne cesse d'accroître sa présence sur le sol ivoirien à travers sa contribution à la réalisation de grands projets d'infrastructures dans divers domaines. Sous la conduite stratégique des deux chefs d'État, nos relations bilatérales ont connu un nouveau développement depuis le début de cette année, puisque l'année dernière, c'est le 40e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre nos deux pays. Et la coopération est très fructueuse dans tous les domaines. C'est en juillet 2023 que l'actuel ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire a officiellement pris fonction. La grande communauté musulmane des Majlis a reçu mercredi un hôte de marque. Le Premier ministre Robert Begremambé a manifesté hier la solidarité du gouvernement et celle du chef de l'État aux blessés et aux familles des victimes. La visite a fait suite à l'effondrement partiel de la mosquée de la Ribiera à Kouédo, un drame qui a provoqué la mort de 8 fidèles. Retour sur le temps fort de la rencontre avec Jean-Luc Bangbo. C'est au domicile du président du Conseil supérieur des Majlis de Côte d'Ivoire, le cheikh Moufti Abdourahmane Sogodogo, que la rencontre a eu lieu. Le Premier ministre Robert Begremambé est venu traduire le soutien du gouvernement aux membres de cette communauté, suite à l'effondrement survenu le 15 août dernier à la mosquée de Cocody à Kouédo. Effondrement qui a fait 8 morts et 4 blessés graves. Un événement douloureux a frappé la communauté nationale par l'effondrement de 3 mosquées. Et le président de la République, que nous représentons ici, ainsi que le vice-président et tous les membres du gouvernement, ont tenu à ce que nous venions exprimer notre solidarité à la communauté musulmane, à la communauté de croyants, aux familles éplorées et aux dirigeants de cette grande communauté, ainsi qu'aux cadres et aux populations des régions d'où émanent nos frères qui ont été frappés
ce départ précipité. Compassion et réconfort aux familles endeuillées, mais également prière pour le rétablissement des blessés ainsi que pour la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu soulage les familles endeuillées et apporte toute la sérénité à la communauté pour continuer de prier afin d'être en communion parfaite avec Dieu. De prier aussi pour la paix en Côte d'Ivoire et de prier pour le rétablissement de tous nos blessés. Dieu bénisse ce beau pays et que les Ivoiriens soient solidaires les uns envers les autres, parce que notre plus grande richesse, c'est la fraternité dans un pays qui nous est cher. La solidarité du gouvernement, c'est notamment un soutien financier de 10 millions de francs CFA apporté aux familles des victimes, aux blessés et à la communauté de la mosquée de Cocody-Aquedo. La ministre des Affaires étrangères du Canada poursuit son séjour dans notre pays. Mélanie Joly a rencontré à Abidjan quelques bénéficiaires du Fonds canadien d'initiative locale. Le FCIL permet la réalisation de projets innovants à impact réel au sein de communautés. Un reportage de Sidonie Davila. À Abidjan, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, la ministre des Affaires étrangères du Canada a reçu en audience les bénéficiaires du Fonds canadien d'initiative locale, un fonds qui a facilité la réalisation des projets innovants à impact réel au sein des communautés locales, et ce, avec l'appui des institutions et des organisations locales de la société civile. Nous sommes financés par le gouvernement du Canada sur le projet dont le thème est l'inclusion des femmes dans les mécanismes formels de règlement des conflits et de gestion des frontières. Alors, ce financement a commencé depuis, on va dire, l'année dernière. Nous avons fait la formation de 100 femmes dans la région du Bunkani. Nous les avons formées donc sur tout ce qui est les concepts liés à l'insécurité, le radicalisme, l'extrémisme violent, le terrorisme et les conflits communautaires. La diplomate canadienne a félicité les organisations bénéficiaires sélectionnées pour l'année 2024 avant de les encourager à agir pour un bon usage de ce fonds. Cet appui qui démontre l'engagement du Canada à faire progresser des enjeux comme les droits humains, la démocratie, les changements climatiques en Côte d'Ivoire. Dans le domaine du climat des affaires, un atelier dit de coordination des cadres paritaires sectoriels, le dialogue État-secteur privé s'est achevé mercredi à Abidjan. La rencontre qui a vu la participation de l'Agence de coopération internationale allemande visait à poser les bases d'une collaboration renforcée entre le comité secteur État privé et les cadres paritaires sectoriels. Les échanges ont duré 2 jours. Les détails avec Jean-Luc Mambo. Une initiative pour renforcer l'interaction entre les secteurs privés et publics. Cette rencontre vise surtout à contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Le secteur privé n'attend pas. Ils veulent de la célérité dans la résolution des préoccupations. Nous, nos attentes, c'est vraiment des attentes fortes qu'on sorte d'ici avec une feuille de route de comment nous allons fonctionner entre le secrétariat exécutif du comité de concertation et ses cadres sectoriels paritaires pour résoudre les problèmes, pour ne pas qu'on ait à attendre la disponibilité des ministres. Pour obtenir le résultat d'une meilleure coordination et un meilleur impact du dialogue public-privé sur la compétitivité de l'économie ivoirienne, le comité de concertation a reçu l'aide du gouvernement allemand. Notre objectif est d'accompagner les réformes nécessaires à l'amélioration de la compétitivité de notre économie, de votre économie, tout en favorisant un climat des affaires propice à l'investissement et l'innovation. Le gouvernement ivoirien, lui, réaffirme sa volonté d'accélérer la dynamique de transformation économique et sociale du pays en plaçant le secteur privé au cœur de sa politique de croissance. L'accès des entreprises au crédit est limité et reste très concentré dans certains secteurs spécifiques. D'où la nécessité d'accélérer la croissance du secteur privé et d'apporter plus de vigueur au processus de transformation structurelle de notre économie
pour qu'elle soit davantage intégrée dans les chaînes de valeur mondiales. Nous restons persuadés que le secteur privé, avec l'appui de l'État, peut faire mieux, particulièrement en termes d'investissement et de création d'emplois décents. 70 participants issus des institutions publiques et privées ont pris part à cet atelier. Leurs recommandations permettront aux décideurs de disposer d'une vue d'ensemble sur les progrès à accomplir afin de doter le pays d'un environnement des affaires encore plus attractif pour les investissements. Donner son sang, c'est sauver des vies, un acte humanitaire posé par les agents de la RTI, une journée de dons de plasma rythmée de conférences, appelant ainsi les citoyens à adopter les gestes qui sauvent. Il s'agissait pour les organisateurs de contribuer à la réduction des décès causés par le manque de sang dans nos hôpitaux. Myriam Sangaré, Malika Koulibaly. Donner son sang est source de vie. À travers son action, l'ONG ODD veut encourager le personnel de la RTI au don de sang. Une initiative appréciée par Jean-Martial Adou, directeur général par intérim de la RTI. Tant qu'on n'est pas concerné, on a l'impression qu'il s'agit des autres. Mais donner son sang, c'est protéger sa propre vie. Donc nous encourageons tous nos compatriotes à donner leur sang. Pour donner votre sang aujourd'hui, c'est facile. Ce n'est plus comme avant où on prenait le sang total. Aujourd'hui, vous pouvez manger et venir donner votre sang. Le personnel de la RTI répond massivement à cette sollicitation. C'est important de donner son sang, parce qu'on ne le dira jamais assez, ça sauve des vies. Nous avons des parents, plus ou moins, dans les hôpitaux, un peu partout dans le pays. En tout cas, ces parents peuvent avoir besoin de sang. Bon, j'ai décidé de venir donner mon sang pour sauver des vies et encourager les autres personnes à donner leur sang. Je viens de remplir un devoir pour sauver des vies humaines. Et il est nécessaire. En Côte d'Ivoire, depuis le 9 mars 2022, les prix de cession des produits sanguins ont été harmonisés à 3 000 francs CFA par l'État ivoirien. La demande en produits sanguins est forte, mais les donneurs sont peu nombreux. Ce sont environ 234 000 poches enregistrées pour l'année 2023 pour des besoins nationaux estimés à 300 000 poches de sang. 1829 nouveaux professionnels de la santé ont prêté serment. Il s'agit d'infirmiers, de sages-femmes, mais aussi de la deuxième promotion des auxiliaires de santé. Ils se sont engagés à exercer leurs fonctions avec intégrité, compétence et surtout compassion. On regarde le film de leur sortie avec Malika Koulibaly. Après une formation professionnelle intensive, place à la prestation de serment. C'est l'objectif de la sortie officielle de la 31e promotion composée d'infirmiers diplômés d'État, de sages-femmes, de maïticiens ainsi que des techniciens supérieurs en santé. Et aussi de la deuxième promotion des auxiliaires de santé issus de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS dans la commune de Trècheville. Baptisée promotion Serge Donatien Nyako-Abié, ces nouveaux fonctionnaires de la santé bientôt sur le terrain ont suivi 3 ans de formation. Ils sont invités à appliquer à la lettre les statuts et règlements intérieurs. En partant de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, qui vous demande d'être des modèles, avec la devise Union, discipline, travail, en partant même des serments que vous avez prononcés. À chacun, au début, on a parlé de Dieu. On dit que la formation est laïque, mais n'empêche que Dieu reste toujours présent dans la formation des agents de santé, dans la formation du personnel de santé, parce que nous travaillons sur l'homme. C'est un sacerdoce et vous rendrez compte à Dieu à travers les hommes. Une fois les consignes reçues, la promotion Serge Donatien Abié Nyako promet honorer son engagement. Je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je garderai pour mes maîtres les reconnaissances et le respect qui leur sont dus. Ce rendez-vous a été également marqué par la passation de flambeau entre la promotion sortante et la nouvelle.
On parle toujours de santé, mais cette fois-ci dans le nord du pays, avec une clinique ambulante qui vient d'être offerte aux populations de Sioloka, dans la sous-préfecture de Kiemou, un don du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui permettra d'offrir des soins de qualité aux populations. La remise de l'ambulance s'est déroulée en présence des autorités locales. Un reportage de Siekwasi dans un commentaire de Didier Nguessan. Cette ambulance médicalisée appartient à une nouvelle génération. Elle est équipée de toutes les commodités requises pour une prise en charge efficace et efficiente d'un patient en état d'urgence. Une femme sur 10, toujours en train d'être évacuée. Et je voudrais vous remercier pour l'amélioration de l'offre de services que vous venez de nous offrir. C'est un joyau, ce n'est pas une ambulance qu'on donne habituellement dans un centre de santé rural. Normalement, tout ce qui est possible, techniquement, scientifiquement, c'est présent dans l'ambulance. Avec cette nouvelle clinique ambulante, les populations de Sioloka, notamment les femmes, voient ainsi leurs souffrances réduites. Merci au chef de l'État pour nous avoir procuré à si bon compte de telles infrastructures. Merci au chef de l'État. Merci pour tout ce qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera encore pour nous. Une chose de l'avoir, une chose aussi de pouvoir l'entretenir et de vraiment montrer aux donateurs qu'ils n'ont pas fait un geste inutile. Monsieur l'infirmier, madame la sage-femme, voici que vous êtes doté d'un outil de pointe, d'un outil de qualité. Faites-en bon usage. Chère population de Sioloka, cet outil est pour nous tous. Alors, ne laissez pas le soin de l'ambulance seulement dans la main de l'infirmier et de la sage-femme. Vous aussi, vous êtes appelés à entretenir cet appareil. Cette clinique mobile est la première dans la région du Poro. On reste à l'intérieur du pays avec une opération de planting d'arbres dans le village d'Agbakro. Dans la sous-préfecture de Diabo, l'UJB, l'Union des journalistes de Bouaké, a décidé de contribuer à sa façon à la reconstitution du couvert végétal. Des actions d'éco-citoyenneté au cours desquelles 1 millier de plants de teck ont été mis en terre. Jean-Yves Zadi, Charles Tatou. Opération de planting d'arbres à Agbakro, village situé dans la sous-préfecture de Diabo, région de Bouaké. Initiatrice de cette opération, l'Union des journalistes de Bouaké. Pour le président de l'UJB, cette activité s'inscrit dans le cadre de ses actions en faveur de la reforestation du couvert forestier ivoirien. Soro Corona se réjouit de la réalisation de ce projet de l'UJB dénommé Éco-citoyen. Il invite les populations d'Agbakro à prendre une part active pour le suivi de ce projet. J'invite mes parents d'Agbakro de s'approprier ce projet afin d'être un village écologique, un village modèle, un village pionnier dans le reboisement au niveau de la région de Bouaké et pourquoi pas au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Pour que d'ici 1 an, 2 ans, vous soyez sollicités pour aller implémenter votre expérience dans d'autres villages de la Côte d'Ivoire. Je me charge de vous dire merci. Le village fera tout pour que ce projet connaisse du succès. Vous ne serez pas déçus. Le commandant du cantonnement des eaux et forêts de Botro salue également l'initiative des hommes et femmes des médias de Bouaké, avant de lancer un appel aux populations à la préservation du patrimoine forestier. Que ce moment soit un rappel de notre responsabilité collective envers la forêt et un engagement à continuer à agir pour un monde plus vert, plus sain et plus équilibré. Je remercie l'UJB pour cette action. Au total, 1100 plants de teck qui sont mis en terre par les membres de l'UJB, la chefferie d'Agbakro et les responsables des eaux et forêts sur une superficie d'1 hectare aménagée pour la circonstance. On s'intéresse maintenant au binôme café et cacao. Les producteurs s'organisent au mieux pour un meilleur essor dans le secteur. À Yamoussoukro, ils ont installé un nouveau président à la tête de leur association. Ce dernier entend travailler de concert avec tous les acteurs du domaine. Les précisions de Kader Sogodogo. Les membres de l'association des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire ont désormais un nouveau président. Karim Sémé est investi officiellement à Yamoussoukro à la tête de l'Union. Il entend travailler pour une association plus forte qui va impacter positivement la filière. Il faut qu'on nous donne notre place.
Pour qu'on nous donne notre place, il faut qu'on soit réunis. Dans la semaine à venir, nous allons défiler toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, des zones productrices du café et du cacao, pour appeler les uns et les autres au rassemblement. Présent à ses côtés, le Conseil Café-Cacao a saisi cette occasion pour présenter les opportunités que le Conseil a mis en place pour le développement de la filière, mais également pour le bien-être des producteurs. Depuis un peu plus de 12 ans, le Conseil du Café-Cacao s'est engagé donc avec les fonds qui sont mis à sa disposition, notamment à travers le Fonds d'investissement agricole et le Fonds d'investissement en milieu rural, pour donc encadrer, former et suivre les agriculteurs sur le terrain, les agriculteurs et leurs organisations. Jean-Louis Bion, opérateur économique, parrain de cette investiture, invite l'Union à travailler d'arrache-pied pour le bonheur de ses acteurs. Accompagnez-le, soutenez-le, défendez-le. Il va prendre des positions pour vous, améliorer la gouvernance des coopératives, des filières. C'est ça qui va vous donner la force et le respect, et par la suite la position et le rang qui vous est dû. Je le dis en vérité, vous êtes le maillon fort. Sans vous, il n'y a pas de chocolat. Le nouveau président investi, Karim Sémé, a été élu lors de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue à Yamoussoukro début juin. Toujours dans la Côte d'Ivoire profonde, plusieurs cadres réunis au sein de la mutuelle de développement de Guatapla, un village de la localité de Genola, viennent d'offrir des infrastructures de développement aux populations. Ils ont aussi procédé à la pose de la première pierre de construction de logements d'enseignants. Plus de détails avec Djeneba Ouattara et Charles Tato. Situé à 5 km de Genola, Guatapla est un village peuplé de plus de 3000 âmes. Les cadres de cette localité, à travers leur mutuelle, font du développement de leur terroir une priorité. Pour preuve, depuis 2016, ils équipent leur village en infrastructures de base, notamment la construction d'une salle complétant à 6 les classes de l'école primaire, du bureau du directeur équipé en matériel informatique, d'une cantine scolaire et la transformation de la pompe à motricité humaine en pompe à énergie électrique. Demeurant dans cette dynamique et avec l'appui de l'ANADER, ils viennent de réaliser un foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. L'infrastructure est présentée aux autorités locales, suivie de la pose de la première pierre du logement d'enseignants. Tous les enseignants vivent en ville. C'est pour ça que nous voulons tout faire pour que tous ceux qui donnent la connaissance à nos enfants ici restent sur place. Je suis heureux. À la rentrée prochaine, nous n'aurons pas de problème pour affecter un maître parce que nous sommes assurés qu'il y aura un logement. Le maman doit fréquenter le foyer pour mieux apprendre comment il faut nourrir l'enfant, comment il faut suivre l'enfant dans son développement, et aux parents, et laisser les enfants venir à ce foyer et pour pouvoir mieux l'éduquer. Les autorités locales saluent l'initiative. Féliciter une fois de plus Monsieur le Président de la Mutuelle. Ces gens de rassemblement permettent évidemment de jeter un regard rétrospectif sur l'état parcouru et de voir dans quelle mesure on peut déployer les énergies à côté des autorités de l'État, à la mairie, le conseil régional. Comment peut-on assurer un développement qui tient compte des besoins réels de la population? Le développement de Guatapla demande l'implication de tous, d'où l'appel aux filles et fils à l'unité, à la paix et la cohésion sociale. Les meilleurs élèves et les personnes âgées de plus de 80 ans ont été récompensés en guise de reconnaissance. Il s'agit bien du village de Guatapla. Le ministre de la Communication et cadre de la région du Poro se pose en médiateur dans le village de Badon. Dans la sous-préfecture de Niofouin, Amadou Koulibaly est parvenu à concilier les positions des uns et des autres. Une réconciliation qui a donné lieu à une réjouissance baptisée la Voix de la Paix. Le commentaire de Régis Kofi. Une poignée de main et une accolade. Voici le visage de l'Union. L'Union telle que souhaitée par le ministre de la Communication. Amadou Koulibaly a présidé la Voix de la Paix, une cérémonie pour inviter les filles et fils de la sous-préfecture de Niofouin, dans le département de Korongo, à la cohésion et au vivre ensemble. C'est le village de Badon qui a servi de cadre à cette fête dédiée à la paix.
Nous sommes en train de prendre, j'allais dire, le monde entier et toute la Côte d'Ivoire à témoin que plus jamais, à nos soins, nous aurons des actes qui vont nuire notre cohésion. La paix est notre bien le plus précieux. Nous devons faire de cet appel un guide pour nos actions futures. Ensemble, unis par la discipline et le dévouement au travail, nous pourrons continuer de faire de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Pour faire passer aisément le message aux populations, des sketchs et prestations d'artistes se sont succédés. C'est le ministre de la Communication, patron de la cérémonie, qui a scellé la réconciliation et la paix entre les populations de Niofouin. Le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a besoin de notre union. Il a besoin de notre cohésion. Notre union et notre cohésion qui sont le gage de la paix. Il nous appartient donc à chacun de nous inscrire dans cette voie de recherche de la paix et de la cohésion. Message reçu 5 sur 5 par les cadres et les populations qui s'engagent à emprunter le train du développement, lequel passe par la route de la paix. Culture maintenant, et c'en est fini de l'édition 2024 de l'émission Oiseaux Vacances au Parc des Expositions d'Abidjan. La grande finale a été remportée par le groupe Nouvelle Vision de Danané. Le directeur général par intérim de la RTI a pu voir de près les prouesses des enfants. Les amateurs et professionnels d'art ont été invités à un débat autour des œuvres du sculpteur sénégalais Ousmane Sow, un prétexte pour ouvrir les échanges sur la représentativité des artistes africains dans les musées du monde entier. La réflexion a aussi porté sur la nécessité de créer une vraie industrie d'art en Côte d'Ivoire. C'est le centre culturel Nzassa dans la commune de Cocody qui a abrité la rencontre. Un reportage signé Anaël de Crisa et le commentaire d'Alessis Ouedraogo. C'est au tour du film Ousmane Sow, Le soleil en face, que s'est ouvert le débat. Réalisé par Béatrice Soulé, épouse et agent du défunt sculpteur, ce documentaire retrace en 52 minutes la vie de l'artiste sénégalais. Nous avons décidé d'organiser ce débat autour d'Ousmane Sow, de sa sculpture et de l'art africain en général, parce que notre espace a pour vocation de susciter la réflexion sur la culture et sur l'art. Ayanda, initiatrice d'un film pour en débattre, espère ainsi partager sa passion et créer des cadres d'échange. Je me suis mise sans y réfléchir vraiment à collectionner des documentaires autour des arts visuels, autour du théâtre, autour de la musique. J'ai voulu à partir d'un certain temps, dans les années 2018, enfin un peu avant d'ailleurs, partager avec d'autres personnes amoureuses d'art, amoureuses de culture. Les participants saluent cette initiative. Un film pour en débattre est un projet que les promoteurs souhaitent voir transformé en rendez-vous trimestriel pour les amateurs et professionnels de l'art, tant ivoirien qu'international. L'œuvre littéraire Can Push Foot du journaliste écrivain Wakili Alafé a été présentée récemment. Son 4e roman de plus de 200 pages vient nous rappeler qu'aucun pays n'est à l'abri d'un coup d'État. Une œuvre dans laquelle l'auteur fait ressortir l'impact et le rôle catalyseur de football dans la vie d'une nation. Un reportage de Serge Pacom Didi dans un commentaire de Khalil Demandé. Devant un parterre de personnalités du monde des médias, des lettres et de jeunes étudiants, le journaliste écrivain Alafé Wakili présente sa 4e production livresque. Can Push Foot est l'intitulé de cette œuvre dans laquelle Alafé Wakili analyse les interactions entre le football, la politique et la vie en société. Comment le football peut être perçu comme un moyen de rassemblement des peuples et de règlement des conflits. Dans une fiction, l'auteur situe son récit dans un pays imaginaire nommé Miroiri, où un coup d'État survient en pleine compétition de Coupe d'Afrique des Nations. Le message que je veux passer, c'est d'écouter les peuples, c'est de promouvoir le dialogue, c'est de prendre les dispositions pour prendre en compte les préoccupations, mais aussi demander au peuple de rester mature et responsable, de ne pas toujours faire le choix des solutions faciles.
Le rôle du sport, notamment du football, dans le dénouement des coups d'État, la démocratie, la bonne gouvernance, la transparence dans les sociétés sont des aspects évoqués dans cette œuvre. Le titre a attiré mon attention, CAN Poach Foot, parce qu'on sort de la CAN et la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique. C'est un titre qui sensibilise, c'est un titre qui interpelle. Cette œuvre nous parle de toutes les possibilités qu'on a à travers le football pour atteindre nos objectifs. Nous ne sommes pas obligés de faire vraiment des coups d'État avec les armes, mais avec le foot, on peut réunir les nations, on peut consolider les acquis. Dans cette œuvre de plus de 200 pages, l'auteur fait ressortir l'impact, le rôle catalyseur du football dans la vie des nations, dans la vie d'un pays. Dans l'actualité hors de nos frontières, la Somalie menace de suspendre tous les vols d'Ethiopian Airlines vers son territoire pour un contentieux territorial. C'est ce qu'ont annoncé hier mercredi les médias officiels. La Somali Civil Aviation Authority reproche à cette compagnie de ne pas avoir donné suite à ses plaintes concernant des questions de souveraineté. Cet ultimatum s'inscrit dans un contexte de tension entre la Somalie et le Somaliland. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Restez sur RTI1.